Vous êtes peut-être pour certains déjà un peu connaisseurs du sujet. Vous avez peut-être déjà lu des articles autour du référencement naturel. Vous avez peut-être déjà pratiqué, mis en place des choses sur votre site, été accompagné. Dans tous les cas, je préfère ce matin reprendre certaines étapes peut-être un petit peu, qui peuvent paraître un petit peu basiques, mais qui sont importantes justement. Il faut revenir un peu aux bases de ce qu'est le référencement naturel pour vraiment en comprendre les tenants, les aboutissants et les différents leviers. Parce qu'on a beaucoup d'a priori, beaucoup d'idées préconçues sur ce qu'est le référencement naturel, sur comment il fonctionne. Et voilà, donc je préfère reprendre un peu ces basiques-là. Alors, le référencement naturel, pour commencer, se base... Alors, évidemment, la présentation ne passe plus. J'ai un problème de souris et de clavier. On est bon. Le référencement naturel, pour information, je pense que vous le savez, on est bien dans ce qui est encadré en rouge sur mon écran. C'est-à-dire que les premiers résultats, quand vous faites une recherche sur un moteur de recherche, sont évidemment les résultats du référencement payant, de Google Ads. Avec de l'achat de mots-clés, vous avez parfois aussi des annonces publicitaires issues de Google Shopping. Voilà, donc on a les annonces publicitaires qui sont mises en avant en premier. Ces annonces publicitaires, aujourd'hui, correspondent pour peu ou prou 20% des clics que l'on obtient sur google.fr. Ensuite, vous avez une partie Google Maps qui apparaît très souvent lorsque vous faites des recherches locales, et je précise bien des recherches locales. Vous cherchez, comme j'ai mis ici, du matériel informatique à Angers, vous cherchez un médecin à Nantes, vous cherchez, voilà. En fonction de ces requêtes locales, vous avez donc un encart Google Maps qui apparaît. Et en dessous, l'encadré rouge, vous avez donc toute la partie référencement naturel. Et vous voyez que la partie Google Maps que j'ai encadrée en rouge fait aussi partie de ces classements dits de référencement naturel. Puisqu'évidemment, moi, si je suis un magasin d'informatique et que j'apparais en première position sur Google Maps, j'apparais avant les résultats classiques de référencement naturel. Donc, c'est considéré comme du référencement naturel. Donc, dans les moteurs de recherche, il y en a plein. Je vous ai mis quelques captures d'écran, je pense que vous les connaissez, ce n'est pas le plus important, mais on a évidemment Google, on a Bing, on a Quant, par exemple, en moteur de recherche français, enfin européen en tout cas, et on a un petit aussi moteur de recherche qui s'appelle Ecosia, qui est un moteur de recherche responsable. Alors, pour autant, aujourd'hui, la répartition entre ces différents moteurs de recherche, elle est clairement très orientée sur Google. En part de marché en France, c'est 93,3% de part de recherche. Bing, quelques pourcents. Yahoo, on n'en parle même plus. Et puis les autres, c'est vraiment des poussières. Donc en fait, toute la stratégie de référencement naturel que vous allez pouvoir mettre en place, c'est une stratégie que vous allez mettre en place pour Google. Et tous les critères aujourd'hui qu'on utilise en référencement naturel sont des critères de référencement de Google. Et donc, tous les autres moteurs de recherche s'adaptent en fait à ces contraintes et, on va dire, adoptent plus ou moins les mêmes critères que ceux de Google. Si je vais même un petit peu plus loin, le moteur de recherche d'Ecosia, en fait, est une base de Google. Donc, si vous allez sur Ecosia, le moteur, l'algorithme qu'il y a derrière, c'est même du Google. Donc, au final, Google est quasiment présente partout et impose, on va dire, ces critères de référencement. Donc, tout ce que l'on va voir ensuite dans la présentation ce matin correspond évidemment à des critères de recherche Google et donc à des techniques de référencement pour google.fr. Et je précise aussi google.fr puisque en fonction des pays dans lesquels vous souhaitez être référencé, si vous avez un site qui est multilingue avec un besoin de référencement sur plusieurs pays, vous allez avoir des techniques qui vont un peu différer. Google adapte aussi ses méthodes de référencement en fonction de la région dans laquelle vous êtes. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, les principaux critères de classement d'un site, vous en avez deux. Il y a la pertinence de votre site et la popularité de votre site. Alors, dans les critères de pertinence, ce qu'on appelle des critères on-site, donc ce sont des critères de recherche qu'on va travailler sur votre site web en opposition aux critères off-site, donc des techniques de référencement qui vont se passer, qui vont avoir lieu en dehors de votre site web. Voilà. Donc, les critères de pertinence, on va travailler sur ce qui est technique et éditorial. Je vais détailler ça un petit peu plus tard. Et la popularité, donc c'est le critère off-site, c'est ce qu'on appelle aussi le netlinking. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle. C'est un sujet qui est
très méconnu. Donc, on va passer un petit peu de temps ce matin à détailler ce qu'est ce netlinking et quelle est son importance dans le référencement naturel. Voilà. On a souvent tendance d'ailleurs à assimiler le référencement naturel à de l'éditorial, à de la rédaction. Il n'y a pas que de ça, loin de là, c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin ensemble. Donc, ces critères de classement, voilà, vous avez aussi quelques critères secondaires comme l'actualisation de votre site et donc la fraîcheur du contenu de votre site. Donc, dans une stratégie de référencement, l'animation d'un blog, certes, est intéressante, est importante, mais n'est pas capitale pour le référencement de votre site. De même, dans les critères de classement secondaire, le volume de trafic généré par votre site peut jouer, mais ça reste un peu secondaire. L'ancienneté du nom de domaine de votre site joue, certes, mais c'est secondaire aussi. Voilà. Donc, vous avez plein de critères comme ça. D'ailleurs, si vous le voyez sur ma slide, je n'ai pas précisé les réseaux sociaux, puisque pour moi, ce n'est même pas un critère de référencement. On a beau avoir des articles qui vous disent que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact. Ils ont un impact en termes de trafic sur votre site. Et donc, le trafic, on le voit effectivement, est potentiellement un indicateur, un critère secondaire. Mais on est très loin d'avoir une importance en termes de référencement naturel sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, surtout, vous pouvez sortir ça un petit peu de votre tête. On va se concentrer sur les éléments principaux qu'on va voir ce matin ensemble. Donc, les bases du référencement naturel, justement, avec ces critères. Alors là, je vais passer peut-être un petit peu plus de temps et on va détailler ces 3 étapes. Le référencement naturel, c'est une question d'étapes. On peut un peu assimiler ça à la création ou on va dire à des travaux dans une maison. Les optimisations techniques sont un peu comme les fondations de votre maison. Donc, on va s'assurer que les fondations soient solides, soient bien faites et durables. Donc, on va faire en sorte que ces fondations de maison puissent nous permettre dans la durée d'avoir un bon référencement et surtout d'être bien indexés sur les moteurs de recherche. Donc, vraiment, tous ces critères techniques visent à faire en sorte que votre site soit correctement indexé par les moteurs de recherche. Deuxième critère, les optimisations donc, éditoriales. Donc là, effectivement, c'est quand même le gros de notre sujet. Donc on va, dans ces optimisations éditoriales, analyser quels sont les mots-clés ou expressions clés qui sont les plus, nous on appelle ça des expressions rentables, ou en tout cas des expressions, des mots-clés stratégiques pour votre activité. Donc des mots-clés qui génèrent et qui vont vous permettre d'avoir de la visibilité sur le moteur de recherche. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur des outils, je vais vous en présenter quelques-uns, des outils qui nous permettent de repérer quels sont les volumes de recherche qui sont effectués chaque mois pour chaque mot-clé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que quand on travaille sur le référencement de site, c'est qu'on se dit, bah, tiens, moi, mon site web, pas voilà, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été coupé de la visioconférence. Je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau. Ah, ça a l'air d'être bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça m'est déjà arrivé tout à l'heure. Donc, si ça revient, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Alors, hop, je vais repartager mon écran. Tac. OK. Bon, on va y arriver. Des petits soucis techniques. On est reparti. Donc, cette partie éditoriale, je vais revenir un petit peu dessus. Je ne sais pas jusqu'où on s'en est arrêté avant que ça coupe. Toujours est-il que c'est vraiment le cœur du sujet. Trouver les bons mots-clés pour votre activité. Et quand j'ai trouvé les bons mots-clés pour votre activité, ce n'est pas au doigt mouillé, ce n'est pas je pense que ce mot-clé-là est le bon. Et c'est souvent une erreur justement quand on travaille sur référencement naturel soi-même, c'est qu'on a tendance à partir d'idées préconçues et qu'en fait on ne sait pas vraiment où on va et quels sont les réels volumes de recherche effectués chaque mois sur chacun des mots-clés qu'on veut positionner sur notre site web. Voilà. Bon, après, on va voir qu'il y a plein d'autres choses autour de ça. Mais voilà, l'objectif en tout cas de cette partie éditoriale, c'est ce que je mets sur cette petite ligne là en dessous, c'est vraiment de fournir un contenu adapté à la demande de l'internaute.
Donc, on va, pour certains domaines d'activité peut-être techniques, on va essayer de déjargonner notre langage technique. En tout cas, on va essayer d'apporter voilà, des éléments de langage simples et qui sont réellement recherchés par les internautes. Et ça, c'est vraiment essentiel. Dernière partie du référencement naturel, le netlinking. Alors, avant de travailler le netlinking, évidemment, il faut que le code de notre site soit propre, donc les optimisations techniques, il faut qu'elles soient bonnes. Ensuite, on travaille ces optimisations éditoriales, et une fois qu'on a terminé ces optimisations éditoriales, on va peut-être s'attaquer à ce champ ouvert qu'est le netlinking, et qui est en fait aujourd'hui le moyen de développement du référencement naturel sur du long terme. Parce que une fois que vous avez travaillé votre site web, que vous avez travaillé tous les mots-clés qui pouvaient être vraiment intéressants pour vous, des fois, on se retrouve un petit peu bloqué. On peut peut-être produire des nouveaux contenus, trouver de nouveaux mots-clés, certes, mais le réel élément de développement de votre visibilité, ça devient le netlinking. Donc, ce netlinking, le principe, je vais vous l'expliquer très basiquement maintenant, puis on va revenir dessus tout à l'heure, c'est de faire en sorte de rendre votre site populaire sur Internet. Et pour le rendre populaire, on va faire en sorte que votre site soit partagé sur d'autres sites Internet sur la toile. Donc, c'est peut-être l'occasion de faire des liens avec des partenaires, de faire en sorte que ces partenaires partagent un lien de votre site sur leur site web. Voilà. Donc, plus vous avez de liens comme ça à l'extérieur de votre site web qui pointent vers le vôtre, plus votre site sera populaire aux yeux de Google et mieux vous serez noté par Google et meilleur votre site sera visible dans son algorithme. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un critère qui existe depuis le tout début de Google. Quand Google a été créé il y a maintenant un certain temps, son concurrent direct était Yahoo. Yahoo, comment ils référençaient des sites? C'est eux qui allaient chercher à la main presque les sites pour les des petites mind maps. Je vais commencer la lecture de en haut à droite pour finir en haut à gauche. Donc, pour commencer, le sitemap. Alors, le sitemap, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de plan, de cartographie de votre site Internet qui va répertorier toutes les URL de votre site. Et ça va permettre donc au robot d'indexation de Google de comprendre la structure de votre site, comprendre qu'il y a une structure logique sur votre site, qu'il y a des liens entre les pages, et d'indexer correctement votre site Internet. Donc, ce sitemap, il se crée et il se déclare sur un outil de Google qui s'appelle la Google Search Console. Cette Google Search Console, c'est un outil qui vous permet de dialoguer avec Google et qui vous permet justement de soumettre ce sitemap et de faire remonter potentiellement des erreurs techniques qui pourraient apparaître sur votre site Internet et donc de les corriger. Alors, c'est un outil qui est un peu technique. Si vous ne savez pas exactement comment ça s'écrit, je vais switcher sur mon navigateur pour taper le nom. Voilà. Donc, Google Search Console. Excusez-moi pour l'accent, c'est pour ça que je le tape, parce que je me dis que vous n'allez peut-être pas comprendre mon super accent anglais. Voilà, donc c'est un outil de dialogue entre votre site Internet et Google. Alors, je ne vais pas forcément faire le détail de son fonctionnement, ce n'est pas l'idée, mais vous voyez notamment dans le menu ici qu'il y a une zone qui s'appelle sitemap, justement, et qui vous permet de justement le déclarer, cet outil-là. Alors, pour le créer, si vous ne savez pas comment vous en occuper, tout simplement demandez au développeur de votre site Internet. Lui sera à même de pouvoir vous aider là-dessus au besoin. Ensuite, deuxième point, check technique. Alors ça, effectivement, je ne vous mets pas de détails parce qu'on est vraiment sur du domaine très technico-technique, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais effectivement, un consultant en référencement, je vais généralement apporter un peu de conseils, notamment sur l'ergonomie des pages, et va aussi s'assurer que certains éléments, balises, etc., soient bien positionnés sur le site. Autre point qui est vraiment capital aujourd'hui, je l'ai mis en bas à droite, c'est la compatibilité mobile. Alors, elle est même plus qu'essentielle aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, Google va référencer votre site en fonction de votre site mobile. Donc, il ne va pas se préoccuper du site tel qu'il est visible en desktop, en ordinateur,
il va se préoccuper de votre site Internet en mode mobile. Alors, hop, j'ai des personnes à accepter. Excusez-moi, je suis obligé de switcher. Voilà. Donc, vraiment, quand vous êtes dans une phase de refonte de site Internet, quand vous êtes dans une phase de peut-être création d'un nouveau site Internet, prenez bien en compte que cette compatibilité mobile est essentielle. Voilà. C'est un des critères essentiels de Google aujourd'hui dans son classement de site Internet. Donc, s'il y a des problèmes de responsive, donc des problèmes d'affichage du site en version mobile, ça peut être très négatif pour votre site Internet. Autre point, en bas à gauche, les URL de votre site Internet. Alors, aujourd'hui, si vous avez un site qui a été développé sur WordPress ou sur un CMS un peu connu comme celui-ci, ça peut être par exemple donc, WordPress, du WooCommerce, du PrestaShop. Alors, après, attention avec les sites e-commerce, je mets quand même une grosse parenthèse, mais si vous avez un site Internet classique sur WordPress, ou sur Wix, par exemple, ou sur des plateformes comme ça, ne vous préoccupez pas trop de ces URL. Généralement, elles sont déjà plutôt bien faites, et donc on n'a pas tellement besoin de les retravailler. Mais effectivement, il y a certaines fois, notamment sur des sites e-commerce complexes, il y a des paramètres dans les URL pour afficher des éléments spécifiques sur certaines pages aux internautes. Et ces URL, si elles ne sont pas bien travaillées, peuvent avoir un petit impact négatif pour le référencement du site Internet. Autre point, les données structurées. Alors, ces données structurées, quand vous faites une recherche sur Google, je vais aller en faire une de mon côté, vous avez parfois des choses nouvelles qui ont été mises en place par Google. Par exemple, je vais chercher je sais pas, un emploi RH à Rennes. Google a mis en place des éléments comme cet encart que vous voyez ici. Sur cet encart-là, vous voyez donc des offres d'emploi qui apparaissent et c'est une sorte d'outil de tri et de référencement d'offres d'emploi qui a été mis en place par Google. Et donc, pour faire en sorte que vos offres d'emploi, par exemple, là je parle d'offres d'emploi, mais c'est valable pour d'autres sujets, pour faire en sorte que vos offres d'emploi soient référencées sur cet encart de Google, eh bien, il faut mettre en place ces données structurées. Donc, ce sont des données structurées qui sont disponibles, que vous pouvez mettre en place directement sur WordPress si vous êtes sur WordPress. Ou alors, effectivement, voilà, on est sur un sujet quand même un peu technique, il faut faire appel à votre développeur pour vous aider justement sur la mise en place de ces données structurées. Mais ça peut être un outil qui est très intéressant et qui montre à Google que vous êtes un petit peu, on va dire, à la pointe dans les techniques justement, les techniques de son moteur de recherche et que vous connaissez bien les différents éléments voilà, importants de l'algorithme. Dernier point sur cette partie socle technique, les temps de chargement de page. C'est très directement lié à la compatibilité mobile, mais il faut faire en sorte que vos pages soient les plus légères possibles. Un temps de chargement long, c'est un critère négatif, légèrement négatif pour les moteurs de recherche, ce n'est pas un critère majeur, mais c'est surtout un critère, j'ai envie de dire, de navigation. C'est-à-dire que un internaute qui arrive sur votre site, qui va mettre 5 secondes à charger votre page, c'est un internaute qui va s'en aller. Et donc, si Google s'aperçoit que vous avez beaucoup de personnes qui quittent justement votre site avant même d'avoir pu accéder à la page, c'est pour lui un indicateur que votre site n'est pas de qualité. Donc, attention à faire en sorte que les temps de chargement de vos pages soient les plus optimums possibles. Ça passe par... alors, hop, excusez-moi, je rouvre la messagerie. Voilà, excusez-moi. Alors oui, pour répondre à la question, la présentation vous sera bien envoyée. Alors pour Adèle, effectivement, on parle aussi, je reviens sur les données structurées, excusez-moi, je n'avais pas vu les messages. Pour les snippets, effectivement, il s'agit de ça aussi. Voilà, ça peut être effectivement ce que vous avez. Alors je vais switcher à nouveau sur, sur Google. Alors je vais faire une recherche, mais je ne sais pas si je vais retrouver chaussures femmes cuir. Vous avez aussi, voilà, est-ce que je vais avoir l'exemple?
bon, je n'ai pas l'exemple en référencement naturel. Vous avez effectivement, si, effectivement là. Voilà. Vous avez aussi ici, par exemple, la possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires en dessous de vos résultats de recherche. Et donc ça, effectivement, ce sont des éléments qui peuvent se travailler et qui sont utiles et qui montrent encore une fois à Google que vous êtes un petit peu, vous connaissez les différents critères. Et en plus, pour vos internautes, ça permet d'apporter des éléments supplémentaires et de faire en sorte qu'ils s'y retrouvent tout de suite et qu'ils atterrissent tout de suite sur une catégorie de page de votre site. Voilà. Alors, je re-switch vers la présentation. Alors, ça, c'est le calendrier. Hop, voilà. Alors, quel est votre avis sur les 3 nouveaux indicateurs de WebPerf qui vont être ajoutés à l'algo? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Alors, là, on est vraiment sur une question très spécifique. Très clairement, en fait, depuis 4 ans, les critères principaux n'ont pas tellement changé. On est vraiment sur ce socle un peu classique d'optimisation technique avec ces éléments. Et effectivement, le WebPerf va s'ajouter en fait à ces éléments techniques qu'il va falloir prendre en compte. Mais ça, on va dire que les éléments et les critères principaux de référencement n'ont pas tellement bougé ces dernières années. Tous les ans, il y a des mises à jour de l'algorithme. Tous les ans, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Mais au fond, si vous suivez bien cette nomenclature de socle technique avec notamment les éléments de base comme le sitemap, la compatibilité mobile, le temps de chargement qui sont les éléments principaux, et que derrière, vous attachez à travailler correctement la partie éditoriale de votre site, normalement, vous avez fait le plus gros du travail. Et effectivement, le reste, c'est des petits éléments supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc, pour cette partie technique, j'ai fait le tour. Alors, je ne suis pas moi-même un technicien du référencement pur. Si vous avez d'ailleurs des questions supplémentaires là-dessus, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et j'en discuterai avec notre expert ici aussi à l'agence pour qu'on puisse tout simplement vous rajouter quelques éléments d'information si vous le souhaitez. Voilà. Deuxième point, le socle contenu. Alors, sur cette partie contenu, c'est là où on va passer un petit peu plus de temps. Donc, il y a 4 étapes principales. Pour ceux qui s'y connaissent, ça peut paraître un petit peu basique, mais je préfère quand même passer un peu de temps dessus parce qu'on oublie souvent certaines étapes dans cette partie contenu ou éditorial. Donc, on donne les deux noms, socle contenu ou optimisation éditoriale. La première étape est en haut à gauche, c'est le choix de vos mots-clés. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'étude sémantique. Voilà. Donc, de votre côté, il faut faire en sorte de trouver les bons mots-clés et les mots-clés qui sont réellement recherchés par votre audience sur les moteurs de recherche. Et pour ça, vous avez plusieurs outils différents. Je vous ai d'ailleurs même mis sur la slide d'après un petit exemple de ce à quoi peut ressembler une étude sémantique. Alors, ça reste un élément basique, simple, une petite étude sémantique simple que je vous affiche là. Ce n'est pas notre méthodologie complète. Évidemment, je ne vais pas vous partager toute notre méthodologie complète ou une étude sémantique complète, ce ne serait pas l'objet ce matin. Mais l'objectif, c'est de déterminer quels sont les mots-clés essentiels pour les différentes pages de votre site. Donc, vous voyez sur ce petit tableau, on va lister, première colonne, les pages de notre site Internet. Sur la deuxième colonne, on va lister les différents mots-clés que l'on souhaite positionner sur ces pages-là. Troisième colonne, on a le volume de recherche mensuel effectué chaque position sur ces mots-clés-là et la position de vos concurrents. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ah, excusez-moi. Effectivement, j'ai un petit message pour me dire que ma connexion est instable. Donc, il doit peut-être y avoir des travaux sur ma ligne. Je pense qu'on est bien tombé pour le webinaire sur le bon créneau où j'ai des petits problèmes d'Internet. Donc, comme je le disais, vous avez donc votre position qui peut apparaître et la position de vos concurrents. Et donc là, en fait, avec ce type de document-là, pour vous,
ça devient en fait un vrai outil décisionnel dans la stratégie de visibilité de votre site Internet. Vous savez quels sont vos mots-clés, vous avez les volumes de recherche, et vous savez où vous êtes placé sur ces mots-clés-là, et vous savez où sont placés vos concurrents sur ces mots-clés-là. Donc, c'est vraiment un outil qui vous permet de dire, bah voilà, je suis mieux placé que mes concurrents, sur ces mots-clés-là, je suis moins bien placé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Donc, c'est un vrai outil stratégique. Donc, pour mettre en place cette étude sémantique, vous avez plusieurs outils qui peuvent vous aider. Je ne les ai pas tous listés là, hein. Très clairement, il y en a plein, mais vous avez peut-être le plus connu qui s'appelle Google Ads Keyword Planner. Donc, c'est un outil de Google. Si vous faites de la publicité sur Google, vous avez un outil qui s'appelle le planificateur de mots-clés. Je vais aller dessus juste après pour vous le montrer. Et ensuite, vous avez sinon des outils payants, des outils pro un peu avancés comme SEMrush ou Ahref. Donc nous, par exemple, on a un abonnement sur SEMrush. Donc c'est un outil génial hein, pour toute personne qui veut travailler son référencement. Après, c'est un abonnement qui a un certain coût. Hein. Sur les deux outils SEMrush ou Ahref, on doit être autour des 1 000 € par an en termes d'abonnement. Entre 1 000 et 2 000 € en fonction des options que vous activez. Donc, je vais me connecter sur Google Ads. Voilà. Donc là, je suis sur la régie publicitaire de Google Ads. Et je vais, en fait, dans mes outils, aller sur un outil donc, qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Vraiment, je suis désolé pour ces coupures qui viennent un peu parasiter notre webinaire. J'espère que ça va se stabiliser. Voilà, donc je suis sur Google Ads. Dans mes outils, vous avez, quand vous êtes sur les outils de Google Ads, donc un compte Google Ads, tout le monde peut en créer un. Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a une contrainte, il faut absolument que vous créez une première campagne. Vous pouvez même mettre 1 € dessus seulement. Il faut mettre une carte bleue, c'est un petit peu la contrainte aujourd'hui de Google, c'est qu'il vous oblige à mettre une carte bleue pour créer un compte Google Ads. Vous lancez une première campagne avec 1 € que vous stoppez tout de suite. Et une fois que vous avez votre compte qui est activé, eh bien, vous avez accès à cet outil de planification des mots-clés. Et donc, sur cet outil, vous avez deux possibilités. Une, la possibilité d'identifier de nouveaux mots-clés. Donc, vous allez taper, vous, un mot-clé et lui va vous faire des propositions de mots-clés connexes. Et option numéro 2, obtenir le volume de recherche et les prévisions sur certains mots-clés. Et donc là, je vais aller sur cette liste-là et je vais taper mes mots-clés. Je vais mettre, par exemple, je ne sais pas, agence immobilière Nantes, agence IMO Nantes, ou agent immobilier Nantes. Je me dis, voilà, moi je suis un agent immobilier et je veux connaître les volumes de recherche sur les différentes alternatives pour savoir quel est le mot-clé que je vais placer sur ma page d'accueil, par exemple. Voilà. Et donc, je mets mes différentes alternatives. Et lorsque je vais ici sur statistiques d'historique, il va me présenter les stats des différents mots-clés. Alors là, vous le voyez, j'ai un mot-clé qui ressort. Les deux autres, en fait, ne ressortent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de volume. Voilà, je vais revenir en arrière. Les trois sont pourtant bien ici. Effectivement, il n'y a pas assez peut-être de volume. Par contre, agence immobilière Nantes, 14 800 recherches par mois. Donc, c'est un super mot-clé que je peux travailler. Et donc, à partir de là, vous allez constituer votre liste de mots-clés. Petit à petit, vous allez repérer les volumes de recherche qui sont effectués chaque mois sur chaque mot-clé et vous allez pouvoir faire votre sélection des bons mots-clés pour votre activité. Voilà. Si je reviens en arrière pour vous montrer l'autre possibilité, trouver de nouveaux mots-clés, justement, alors dans les mots-clés, doit-on mettre des accents? Alors oui, vous pouvez mettre des accents. Là où les accents peuvent poser problème, c'est surtout quand vous faites des publicités sur Google Ads et que vous achetez des mots-clés. Quand vous achetez des mots-clés, par exemple agence immobilière, et vous vous rendez compte que le mot-clé agence immobilière sans accent a beaucoup de volume de recherche, et il faut aussi l'acheter. Voilà. Pour autant, vous, dans votre référencement naturel,
Et sur votre site, écrivez en bon français, avec les accents. Même si vous voyez qu'il y a des volumes de recherche sur des mots-clés avec des fautes d'orthographe, ne vous en préoccupez pas, restez quand même sur des mots-clés qui sont bien écrits. Donc, voilà. Donc là, je suis sur ma deuxième option, trouver de nouveaux mots-clés. Et donc là, je vais taper, je vais remettre agence immobilière Nantes, avec une petite coquille. Tac. Et je mets obtenir des résultats. Et donc là, vous voyez sur mon écran que non seulement Google m'affiche donc mon mot-clé principal qui était agence immobilière Nantes, et il m'affiche d'autres mots-clés connexes aux miens sur lesquels on a des volumes de recherche intéressants. Donc immobilier Nantes 5400, Immo Nantes 5400, et puis vous avez même des Square Habitat, Lefebvre Immobilier Nantes, enfin, voilà, des noms, on va dire, de concurrents si moi-même je suis une agence immobilière. Voilà. Et donc ça vous permet de choisir quel est le bon mot-clé pour votre site internet. Donc dans ces cas-là, effectivement, le mot-clé agence immobilière Nantes a plus de volume que les autres. Et en plus, on voit qu'on a une colonne ici qui nous affiche la concurrence. On voit en plus que la concurrence est faible sur ce mot-clé-là. Alors, quand il nous dit que la concurrence est faible, c'est faible en Google Ads. Mais si vous voyez que la concurrence est faible en Google Ads, ça veut dire que potentiellement, elle doit être moins importante également en référencement naturel. Je dis bien potentiellement, ce n'est pas une certitude, mais voilà, ça nous donne une indication de ce que vous pouvez retrouver comme compétition sur ce mot-clé-là. Voilà. Donc là, alors là, il n'y a que 10 résultats qui sont affichés, mais vous voyez que j'en ai 344 qui sont affichés là en bas de mon écran. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités. Si j'affiche tous les mots-clés de la liste et que je les classe par volume, voilà, on a l'intégralité de notre liste de mots-clés qui est ici. Alors, une chose très importante, quand vous faites ce travail sémantique, c'est d'adopter une... Je ne remets pas en plein écran ce que je vais rebasculer sur Google, sur Chrome après. Un élément qui est encore aujourd'hui très important. Alors, on choisit plusieurs mots-clés par page ou un seul. Voilà, je pense que je vais répondre à votre question sur cette slide ici, avec cette ligne et ce titre en gras. Alors, vous pouvez. Il ne s'agit pas de se dire que c'est impossible. Mais pour être le plus performant possible, si vous dites que ce mot-clé-là est stratégique pour vous, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, c'est une page, un mot-clé. Je retourne sur mes résultats. Je veux être référencé sur Agence Immo Nantes Location et Agence Immo Nantes Achat, par exemple. Eh bien, il faut que chaque mot-clé ait sa propre page. Si vous mettez les deux mots-clés et que vous parlez des deux sujets sur la même page, votre page sera moins bien référencée que si vous aviez deux pages uniques pour chacun des mots-clés. Voilà. Donc, c'est vraiment un adage tout bête, mais qui peut vraiment, je pense, optimiser très facilement la visibilité de votre site Internet sur du moyen terme. Donc, il y a un vrai choix stratégique de votre côté, notamment sur cette page d'accueil de votre site Internet. Quel est le mot-clé ou l'expression clé qui caractérise votre activité au point de mettre ce mot-clé sur votre page d'accueil? Parce que votre page d'accueil, c'est votre page principale en termes d'acquisition de visibilité. Donc, il est très important déjà de bien choisir le mot-clé de votre page d'accueil et les mots-clés de vos pages principales. Alors, il y a deux questions. Une d'Adèle, même pour des mots-clés très très proches comme régie IMO et agence IMO. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Si vous voyez que sur le mot-clé régie IMO, vous avez, je ne sais pas, 2000 recherches par mois et sur agence IMO, 4000 recherches par mois, et vous dites que sur régie IMO, vous aimeriez bien être vraiment visible, ben, ça peut être l'occasion de créer une nouvelle page. Mais en soi, ça ne pose pas de problème si les deux mots-clés sont sur une seule page, hein, encore une fois. C'est juste, encore une fois, vous, une décision de ce mot-clé, je pense qu'il est stratégique, il a beaucoup de volume de recherche par mois, j'ai envie d'être bien placé dessus. Et ben dans ces cas-là, la question à se poser, c'est effectivement, est-ce que il y a peut-être une page à créer sur ce mot-clé-là? Effectivement, Isabelle, ça suppose de créer potentiellement beaucoup de pages. Pour autant, on ne va pas créer des pages sur tous vos mots-clés. Peut-être que tous vos mots-clés ne sont pas stratégiques non plus.
Dans une étude sémantique, il faut bien se dire que, je ne sais pas, je vais prendre un site internet, on va prendre, je ne sais pas, j'avais ouvert celui de M. Lucien pour prendre un exemple tout à l'heure. Alors, ce sont des bons exemples, je rassure Thomas qui est en ligne avec nous. C'est pour prendre un bon exemple. Chez M. Lucien, si on reprend les pages principales, aïe, 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 ouais. Attention, je vais critiquer. Si je prends les pages principales de M. Lucien, quelles sont-elles? Dans leur menu, on a, grosse pression, on a que fait-on? Donc les activités, les prestations de services de M. Lucien. Donc on a l'accompagnement web, création de site internet, gestion de réseaux sociaux, création graphique et les formations. Donc à la base, on a 1, 2, 3, 4 et 5 pages peut-être à travailler. Donc on a déjà 5 mots-clés. Et pour chaque page, on a peut-être effectivement des sous-mots-clés qui peuvent être importants à travailler. Mais en tout cas, on a déjà 5 pages stratégiques plus la page d'accueil, donc ça fait 6 pages. Et effectivement, si on se dit que dans la partie formation, ils ont une formation Community Manager qui est importante, bah, ça veut dire effectivement une page dédiée qui va s'appeler Formation Community Manager. Formation réseaux sociaux, pareil, une page dédiée à formation réseaux sociaux. Donc potentiellement, sur un site comme celui de M. Lucien où on a 5 activités majeures, on peut imaginer qu'on a peut-être 2 ou 3 sous-pages importantes à travailler aussi. Donc ça veut dire 5 pages plus la page d'accueil, ça fait 6, et peut-être une quinzaine à l'intérieur. Donc ça fait en tout une vingtaine de pages à travailler. Alors, je reprends les quelques questions. Faut-il que le mot-clé soit intégré au menu correspondant? Non, non, non. Ça, ce n'est pas un souci. Je vais justement, juste après, vous parler des des critères principaux et des balises principales que Google va prendre en compte dans le référencement de votre site Internet. Excusez-moi, j'ai pas un problème technique, mais le soleil qui me tape dans le visage, voilà. Autre question, et si ce sont des PDF? Alors, effectivement, si ce sont des PDF, vos PDF sont également référencés. Un PDF est référencé par les moteurs de recherche. Pour autant, il est moins bien référencé qu'une page Internet. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces balises que Google va scanner quand il va scanner votre page. Donc, vu qu'il n'y a pas ces balises, il va moins bien référencer votre contenu. Mais si vous avez des PDF sur votre, notamment peut-être des programmes de formation, si vous faites de la formation, des présentations d'ateliers, etc., c'est référencé quand même. Alors, question d'Adèle également, dans quel cas recommandez-vous de passer par un copywriter expert pour la rédaction de ces pages? Alors, effectivement, moi, ce que je vous conseillerais peut-être, c'est de confier, on va dire, cette rédaction à un expert, notamment peut-être sur vos pages de prestations de services principales. Pour autant, avant de faire appel à cette personne qui va s'occuper de la rédaction, il faut avoir de votre côté cette étude sémantique qui vous aura permis de choisir quels sont les mots-clés importants à positionner sur chacune de ces pages. Et ça, c'est le prérequis parce que demain, vous faites appel à un expert, il va bien vous rédiger votre contenu, mais sauf que s'il n'a pas le bon mot-clé à travailler, ce travail-là que vous aurez payé ne vous servira pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment très important d'abord d'avoir ce travail d'étude sémantique. Mais pour autant, cette partie rédaction, je vais vous donner là quelques billes ce matin, mais j'ai envie de dire que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre côté. Si vous avez une bonne patte en termes de rédaction que vous savez rédiger, si vous avez les quelques critères de référencement de pages en tête, vous pourrez vous débrouiller. Voilà. Alors, Isabelle, on sait que l'internaute ne regarde pas toutes les pages. Alors, effectivement, mais l'objectif n'est pas qu'il les regarde quand il a atterri sur votre site, mais qu'il les retrouve sur les moteurs de recherche. Et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que ma formation Community Manager soit facilement retrouvée. Même s'il ne va pas toutes les voir, je sais que pour moi, c'est peut-être une formation qui est essentielle dans mon activité parce qu'elle me rapporte un gros chiffre d'affaires. Donc, il va être très important, malgré tout, de travailler peut-être certaines sous-pages de votre site. Non pas pour qu'elles soient bien explorées sur le site, mais qu'elles soient trouvées sur le moteur de recherche. Quid du titre de la page dans la barre de recherche? Ah, donc effectivement, l'URL. Alors, effectivement, l'URL, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Je vais revenir justement sur ces critères des balises, mais effectivement, il faut que votre mot-clé soit notamment présent dans votre URL. Voilà.
tac, tac. C'est déjà fait, bah, super. On a même des discussions internes de prestations, c'est magnifique. Alors, je reviens à mon petit support, parce que je vois que l'heure défile aussi, et on a quand même quelques autres éléments à voir ensemble. Donc, une page à mots-clés, c'est très important. Et effectivement, pour répondre aussi encore une fois à la question d'Isabelle, même si vous avez des pages intérieures qui ne sont pas forcément les pages les plus visitées de votre site, il faut en faire peut-être des pages justement d'accroche sur les moteurs de recherche et faire en sorte qu'elles soient visibles sur les moteurs de recherche. Parce que vous avez certainement des potentiels sous-exploités aujourd'hui. Et c'est vraiment l'objet du référencement naturel, c'est d'exploiter ces potentiels non exploités. Donc, effectivement, ça répond aussi à vos questions. Il faut donc placer vos mots-clés sur les pages existantes ou créer de nouvelles pages. Et créer de nouvelles pages, c'est potentiellement une action qu'il faut faire. Nous, c'est quelque chose qu'on recommande très régulièrement. On ne va pas en créer 50, on va peut-être en créer 3, 4, 10. Hein, mais voilà, encore une fois, des pages stratégiques. Alors, je vous ai pris un petit exemple ici, mais on rebasculera après à nouveau sur le moteur de recherche pour aller voir ce qui se passe. Alors, pareil, si vous tapez sur Google, quelles sont les balises à travailler pour le référencement naturel, vous allez trouver plein d'articles qui vont vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Je vous ai fait un petit condensé des 3 éléments les plus essentiels. Quand je dis les plus essentiels, c'est que 80% du travail doit être fait sur ces 3 éléments-là. Le reste, c'est de la mandoline. Hein. C'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit décor supplémentaire qui va bien, mais voilà, ce sont les 3 principales balises. Dans ces 3 principales balises, vous en avez 2 qui apparaissent sur les moteurs de recherche et vous en avez une qui est présente sur votre site Internet. Donc, les 2 premières, ce sont les balises meta-title et meta-description. Bon, meta-name description. Mais voilà, on a raccourci en mettant meta-description. Donc, la balise meta-title, c'est tout simplement le titre qui va s'afficher sur Google quand l'internaute tape une requête qui correspond à votre activité. Donc, cette balise meta-title, elle est essentielle. C'est la principale balise à travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire sur cette balise? Il faut absolument que vous ayez votre mot-clé principal de page qui apparaisse en premier. Donc là, par exemple, on a le nom de l'entreprise qui apparaît en premier. Ce n'est pas l'idéal. Donc, il vaut mieux avoir tout de suite, par exemple, cabinet de recrutement Nantes, qui est le mot-clé principal, en première position. Deuxième chose, cette balise meta-title a une longueur qui varie d'ailleurs, hein, cette longueur de balise en fonction des mises à jour de Google, etc. Ce qui est important, c'est de respecter aussi ces longueurs-là. J'ai plus le chiffre précis, je crois que c'est 75 caractères de longueur. Normalement, Google compte ça en pixels, mais nous, on convertit ça en caractères, c'est plus simple pour nous à rédiger. Voilà. Parce que certains caractères prennent plus de pixels que d'autres. Un M va prendre plus de pixels qu'un apostrophe ou qu'un tiret. Donc, voilà, ça varie un petit peu. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Et puis, la métadescription, alors ce n'est pas une balise qui est importante pour les moteurs de recherche, pour les algorithmes, mais c'est une balise qui est importante pour les internautes. Et encore une fois, Google se préoccupe des internautes. Donc, si Google s'aperçoit que vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas mis de métadescription, il va quand même vous pénaliser parce que vous n'avez pas pris en compte votre internaute dans la recherche. Alors, la balise est bien le titre dans l'URL. Alors, effectivement, de base, sur WordPress, quand vous mettez cette balise titre, ça va tout de suite créer l'URL de votre page qui correspond à cette balise titre. Par contre, si demain, vous modifiez votre balise titre, ça ne va pas modifier l'URL sur une page existante. J'ai déjà une page qui s'appelle cabinet de recrutement et je change la balise métatitre pour l'optimiser. Mon URL, je ne vais pas la changer parce que si vous changez votre URL, c'est une page 404 potentiellement, donc une page qui n'existe plus, qui a changé d'URL. Il faudra faire une redirection dessus. Voilà, c'est toute une mécanique qui est un petit peu lourde à mettre en place derrière. Donc, si la balise titre n'est pas parfaitement exacte avec l'URL, des fois ça arrive, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, si vous avez besoin de modifier vos balises titres, ne vous dites pas mince, il faut que je modifie aussi l'URL, parce que le problème, c'est que vous risquez de perdre votre référencement si vous ne faites pas de redirection sur cette page-là. Donc, balise titre, balise métadescription, et ensuite, une fois que l'internaute a cliqué sur votre site, il atterrit sur votre site,
Et il y a une balise qui est essentielle, c'est la balise qu'on appelle la balise H1. Donc, c'est le titre 1 de votre site Internet. Alors, j'avais aussi une autre question, je viens de voir, on met le nom de société quand même dans le titre. Alors non, très clairement, ça ne vous sert pas à grand-chose. Dans tous les cas, votre nom apparaît sur l'URL ici. Vous pouvez peut-être le mettre, si vous avez de la place, en fin de balise, ou à la limite dans, dans la méta-description, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis j'avais une autre question, les pages non visibles par tous sont-elles utiles au référencement? Les pages non visibles. Il faudra préciser la question, Isabelle, parce que je n'arrive pas trop à comprendre ce que seraient ces pages non visibles. Ensuite, alors, sur une page Internet, si je vais sur un site Internet, je vais aller sur celui de M. Lucien ou sur le nôtre, par exemple, vous avez d'autres balises qui sont importantes. Hein, vous avez la balise H2, donc le titre de niveau 2. Vous pouvez mettre vos textes en gras. Voilà. Tous ces éléments ont une importance pour l'algorithme de Google, mais le plus important, ce sont ces 3 éléments, métatitre, métadescription et H1. Déjà, si vous faites ça, vous avez fait le gros du boulot. Donc, si je fais une petite recherche, je vais mettre, je ne sais pas, formation community manager, justement. Allez, Nantes, on va préciser Nantes, puisqu'on est à Nantes. Hein. Hop. Donc là, je passe tout ce qui est référencement payant et j'ai des résultats de recherche naturels qui apparaissent ici. Ah bah tiens, il y a notre titre qui ressort, donc on a quand même un petit peu travaillé notre référencement naturel. Donc, les 2 balises à travailler, effectivement, la meta title et la meta description. Et vous voyez que notre nom n'apparaît pas. Et effectivement, on a tous aujourd'hui l'habitude, en tant qu'internaute un petit peu aguerri quand même au moteur de recherche, à retrouver le nom de la structure dans l'URL qui est affiché ici. On m'a expliqué que c'est intéressant de mettre des pages en cache pour améliorer le référencement. Est-ce le cas? Alors, oula, ça, je pense que c'est une pratique qui date un peu. Aujourd'hui, attention, ne cachez rien. Google vous retrouvera et risque de vous pénaliser. Donc, attention de tout ce qui est page cachée, mettre du texte blanc sur du fond blanc. Tout ça sont des techniques qui sont un petit peu à proscrire aujourd'hui. Si vous voulez être bien référencé, faites des pages, mettez-la dans votre arborescence, même si c'est une sous-page qui est un petit peu loin, qui ne sera pas forcément très visitée quand l'internaute va naviguer sur votre site, mettez-la quand même dans l'arborescence, il faut qu'elle soit visible. Voilà. Donc, voilà, métatitre, métadescription. Et puis, quand on atterrit sur le site Internet, on a notre balise H1 qui est ici et qui reprend notre mot-clé. Alors, notre balise H1 n'est pas forcément un copier-coller de la balise métatitre. Hein. On peut tout à fait rédiger quelque chose d'un peu différent. Il faut juste que votre mot-clé principal se retrouve sur cette balise-là. Et puis après, vous pouvez le décliner, votre mot-clé. Il faut le répéter, votre mot-clé. Hein. Je prends souvent l'exemple de quand on a des enfants, on leur dit attention, je ne te répète pas 2 fois la même chose. Ah si, justement, il faut répéter des choses pour qu'elles s'enregistrent. Et notre cerveau, même d'adulte, il faut qu'on lui répète les choses plusieurs fois pour que ce soit enregistré. Donc, sur votre page, n'hésitez pas à répéter votre mot-clé, notamment dans vos différents titres de niveau 2, hein, donc des balises H2. Hein. Ça, c'est très important d'adopter une bonne structuration de page. Donc, vous avez votre balise H1 qui est tout en haut. Alors, elle ne sera pas forcément toujours tout en haut, mais je vous passe les bidouilles techniques, mais gardez en tête qu'il faut la mettre en première position. Et ensuite, en dessous, vous allez mettre des titres de niveau 2 qui vont potentiellement reprendre votre mot-clé principal. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? On va s'attaquer au dernier morceau de cette partie contenu, puis ensuite netlinking. Donc, on a parlé donc, de la stratégie de mots-clés, donc de votre étude sémantique, qui vous permet derrière de pouvoir rédiger vos balises. Et même très souvent, quand vous définissez une étude sémantique, ça vous même permet de potentiellement retravailler votre arborescence de site. Vous allez vous dire,
là, je comprends tout de suite que j'ai des mots-clés qui sont sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Il faut peut-être que je restructure un petit peu mon site Internet. Voilà. Une fois que vous avez travaillé ces balises-là, on va évidemment travailler le maillage interne de votre site. Alors ça, c'est quelque chose qui est très souvent oublié. Très souvent oublié. Je vais rebasculer parce que l'exemple était bon. Donc, je vais revenir sur le site de Monsieur Lucien et notamment peut-être sur leur page. Allez, on va aller sur la création de site Internet. Et ben, quand vous êtes sur la page création de site Internet de Monsieur Lucien, nos chers amis, ben, vous avez tout en bas de leur page la carte de leur prestation avec des liens qui renvoient vers les autres prestations de l'agence. Et donc, c'est très important de faire en sorte qu'un internaute qui atterrit sur une page, quelle qu'elle soit, ne se retrouve pas à dire « bon, ben, en fait, je n'ai pas de lien, j'ai nulle part où cliquer ». C'est un peu un cul-de-sac, quoi. J'arrive au bout de ce que je peux lire. Il faut tout de suite renvoyer l'internaute vers une autre page. Faire du maillage sur votre site, tisser une sorte de toile d'araignée. Il ne faut surtout pas créer ce qu'on peut appeler des pages orphelines, c'est-à-dire des pages qui n'ont aucun lien dans votre arborescence. Il faut absolument que votre site ce soit un vrai maillage. Donc, quand vous êtes sur vos pages de prestations, on peut tout à fait aussi envisager de renvoyer des liens vers vos réalisations, par exemple. Et puis, sur vos réalisations, faire des liens vers les pages de prestations. Alors, les liens dans le footer ont cette fonction-là, pour répondre à Adèle, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, le footer n'est pas considéré comme une page, mais il est considéré comme un bloc fixe du site Internet, tout comme le menu du site. Donc, faire du maillage, ça peut se passer dans le footer, notamment pour ce qui a été fait ici, mettre des pages en lien, mais ça passe aussi par rajouter des éléments dans vos pages en elles-mêmes. Alors, elles n'ont pas toutes besoin d'être reliées entre elles, mais j'ai envie de dire que quand vous êtes, je reprends cet exemple qui est peut-être assez parlant, je suis sur ma page, sur une de mes pages de prestation, eh bien, je vais faire des liens vers des réalisations qui sont liées à cette prestation-là. Et inversement, sur mes pages de réalisation, je vais faire des liens vers mes pages de prestation. Voilà. Alors, ce maillage, il faut principalement le faire sur les pages stratégiques, encore une fois, de votre site. Hein. Ne les faites pas sur la page contact ou la page, je ne sais pas, enfin, sur des pages un peu annexes, quoi. La page de blog, alors vous pouvez la mettre en lien sur la page d'accueil, mais oui, je pense que la page contact, par exemple, c'est l'exemple type de la page qui n'a pas forcément, qui n'est pas stratégique en termes de visibilité pour les moteurs de recherche. Elle est stratégique pour générer de la conversion, mais elle n'est pas stratégique pour votre visibilité. Voilà. Alors, la barre latérale de catégorie dans un site e-commerce est-il considéré comme lien interne? Alors oui, ça fait partie de lien interne, cette page de catégorie. Mais vraiment, je ne peux que vous inciter à aller un petit peu plus loin et à vraiment faire ces liens à même les pages. Donc, une fois que vous avez fait ce maillage interne, il y a peut-être effectivement besoin de retravailler les contenus de vos pages, notamment pour y insérer vos mots-clés et aussi parce qu'aujourd'hui, Google, ça reste un robot. Il va scanner votre site, il va scanner les sites de vos concurrents. Il va s'apercevoir que sur votre page qui va s'appeler Formation Community Manager, vous avez 200 mots. Il va voir que vos concurrents en ont 500. Eh bien, qu'est-ce qui va être en première position? Ce sont vos concurrents parce qu'ils ont 2,5 fois plus de mots-clés, enfin de mots, pardon, sur la page Formation Community Manager. Donc, il faut absolument aussi un peu se conformer aux besoins de volumétrie de mots sur une page. Donc, il faut que votre page soit vos pages de contenu et un peu de matière. Alors, c'est souvent un petit peu antinomique avec la partie mobile, parce qu'on va se dire, sur le mobile, il faut rédiger des petits paragraphes relativement courts, et pour Google, d'un côté, il faut aussi un certain volume de mots-clés. Donc, il faut arriver à jongler entre les deux, et c'est là où il y a un vrai travail, notamment d'UX et de web design qui doit être mis en place pour faire en sorte que votre contenu soit quand même agréable à lire, même si vous avez mis beaucoup de mots sur votre page. Alors, on estime qu'une page stratégique, aujourd'hui, c'est minimum 600, 700 mots-clés. Enfin, mots, pardon, encore une fois, pas de mots-clés, mais mots. Donc, ça reste conséquent. Sur certains secteurs d'activité, il faut même peut-être mettre… on a un client, par exemple, qui vend des tablettes tactiles pour seniors. Leur page d'accueil, c'est 2500 mots. Parce que le concurrent en a 3000. Donc, il fallait qu'on se conforme et qu'on arrive à un volume suffisant pour être bien placé. Voilà. Donc, ça reste un des critères. Voilà. L'ajout de contenu, mettre vos mots-clés sur vos pages et rajouter du texte. Et
Ensuite, dernière étape, une fois qu'on a travaillé donc, toute cette partie contenu, on va s'attaquer au socle de la popularité. Alors, cette popularité, on en a un petit peu parlé en tout début et je vais conclure là-dessus notre petit webinaire du matin. Cette partie popularité, donc, c'est faire en sorte que votre site web soit présent sur d'autres sites web sur la toile. Ah, alors, avant d'attaquer, il y a une dernière question. Cela suppose des mots-clés identiques, voire des phrases identiques sur plusieurs pages. Alors, non. Il faut éviter de mettre les mêmes mots-clés. Chaque page doit avoir son propre mot-clé. Pour autant, effectivement, il faut essayer d'arriver à dérouler un petit peu votre discours, à mettre un petit peu de blabla. Ce n'est pas joli à dire, c'est pas très élégant ce que je viens de dire, mais il faut pouvoir, faire en sorte que vos internautes s'y retrouvent avec du contenu agréable pour eux, et il faut aussi que Google s'y retrouve avec suffisamment de matière. Donc cette partie popularité, pour revenir dessus, concerne deux choses. Vous avez ce qu'on appelle des liens entrants, ce qu'on appelle des backlinks. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, les backlinks. Donc, c'est justement ce principe d'obtenir des liens sur d'autres sites Internet. Alors, qu'est-ce qu'un bon lien? Ce n'est pas forcément, je vais faire un petit saut de puce, je vais quitter la présentation. Ce n'est pas tout à fait encore à vous de jouer, je vais encore parler 5 minutes. Si je retourne par exemple sur les prestations de M. Lucien. Je les aime bien, donc on va parler d'eux. Alors là, par exemple, vous avez des exemples de sites Internet qui ont été réalisés. Donc, vous avez des liens qui pointent vers le Kinfolk. Donc, par exemple, le Kinfolk bénéficie d'un petit peu de visibilité provenant du site de M. Lucien. Pour autant, un bon lien, ce n'est pas forcément que mettre une URL sur un logo ou sur un texte. Ça, c'est plutôt bien, il faut le faire. Mais l'idéal, c'est de carrément rédiger une page qui va justement peut-être parler du Kinfolk avec un mot-clé qui correspond au mot-clé principal du site Internet. Donc, par exemple, Coffee Shop Nantes. Donc, on va rédiger une page qui va s'appeler Coffee Shop Nantes et qui va intégrer des liens qui pointent vers le Kinfolk. Et cette page-là, eh ben, on va l'intégrer sur notre site Internet ou alors on peut essayer de trouver des partenaires sur Internet qui vont publier ces articles-là. Donc, cette démarche de netlinking consiste à trouver des partenaires de diffusion d'articles, de contenus qui vont parler d'un sujet qui est stratégique pour vous. Je reprends mon exemple de la formation Community Manager. Moi, demain, j'ai envie que ma page formation Community Manager, on est, je crois, 6e ou 7e aujourd'hui sur ce mot-clé-là, j'ai envie de passer, de monter dans les résultats de recherche. Eh bien, je vais rédiger des contenus qui vont s'appeler formation Community Manager. Je vais trouver des sites qui vont accepter de partager ce contenu-là. Et voilà, donc ça va me permettre de progresser dans les résultats de recherche. Donc, c'est une démarche qui est... Bon, j'espère que ce sera la dernière déconnexion de la matinée. Me voilà, me voilà. Alors, je vais repartager mon écran. Donc, effectivement, ce netlinking, c'est vraiment une démarche qui est stratégique sur du long terme. Parce que justement, ça vous permet de développer la visibilité de votre site sur du long terme. Imaginons que moi, mon mot-clé Community Manager Nantes, justement, je stagne à la 7e place. Eh bien, le fait, justement, de pouvoir, comme ça, faire des articles de netlinking et les publier sur des sites partenaires, ça va me permettre de monter à la 5e, 6e, 4e, 3e place ou même première position. Donc, vraiment, c'est une démarche importante qui coûte cher parce que c'est de la rédaction. Là, dans ces cas-là, il faut rédiger des contenus. Ça peut vous prendre du temps de votre côté. Il faut placer des liens vers votre site Internet et trouver des sites de qualité pour pouvoir partager ces articles-là. Alors, effectivement, et je vais un peu conclure là-dessus, j'ai parlé de sites de qualité. Effectivement, Google va noter tous les sites Internet qui sont présents sur la toile.
Notre site Internet, aux yeux de Google, a une note. Le site de M. Lucien a une note. Et vos sites Internet ont une note aux yeux de Google. Cette note, elle est calculée en fonction de la pertinence de votre contenu et du nombre de liens qui pointent vers votre site Internet et de la qualité justement des sites web qui pointent vers votre site Internet. Donc, plus vous avez de liens de qualité qui pointent vers votre site, plus vous aurez une bonne note aux yeux de Google et plus votre site sera bien référencé. Donc, cette popularité, c'est pour ça qu'on appelle ça de la popularité, parce qu'il faut être populaire aux yeux de Google avec on appelle ça nous un score d'autorité, l'authority score. Hein. Si vous cherchez sur Google, vous tapez authority score ou score d'autorité, vous aurez des informations un peu complémentaires sur ce sujet-là. Voilà. Alors, j'ai terminé pour ma partie présentation. J'ai terminé ce que je voulais vous dire. Donc, effectivement, à vous de jouer pour la suite. Alors, j'ai une dernière question d'Adèle. Les contenus doivent être uniques par ailleurs. Oui, ils doivent être uniques. Effectivement, c'est une très bonne remarque. Je n'en ai pas parlé. Il faut absolument que vos contenus ne soient pas dupliqués. Et ça, c'est une notion qui est essentielle. Merci d'aborder le sujet, Adèle. C'est une notion qui est essentielle. Il faut surtout éviter ce qu'on appelle les contenus dupliqués. Et donc, vous dites, bah, tiens, il y a ce contenu-là sur un site d'un concurrent qui est plutôt bien fait, que j'aime bien. Je vais le copier. Je vais certes le modifier un peu pour que ce soit adapté à ma sauce. Et je vais le mettre sur mon site. Et bien, ça, c'est une très mauvaise idée parce que Google, aujourd'hui, a des outils pour comparer les contenus. Il va s'apercevoir que votre texte est comparable à 70% à un contenu existant sur Internet. Et il va voir que votre site a publié cette page-là récemment. Et donc, il va se dire, oula, attention, c'est mauvais. Votre site copie un autre site, et ben, je vais vous pénaliser dans mon algorithme. Donc, attention à éviter ces pénalités qui peuvent être très, très lourdes, justement, si vous dupliquez du contenu. Donc, il faut bien, de votre côté, vous mettre sur une page blanche et vous rédiger votre contenu sans même vous préoccuper de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et ça, c'est vraiment le principe de base. Il y a un certain seuil d'acceptation de contenu dupliqué parce que, évidemment, si je suis, je ne sais pas, une marque de sport, une agence immobilière ou je fais de la formation au community management, évidemment, on est des centaines à faire à peu près la même chose. Mais pour autant, si vous rédigez votre contenu de but en blanc, Google va s'apercevoir que votre contenu est différent. Alors, si vous faites du copier-coller de texte, là, ça peut être très mauvais. Voilà. Voilà pour la conclusion. Merci pour votre présence. J'espère effectivement que j'ai pu répondre à vos interrogations, que ça a été suffisamment clair. Et j'ai une dernière petite question d'Adèle. L'achat de backlink, effectivement, c'est toute la démarche que j'expliquais. Vous pouvez effectivement faire du backlink avec des sites partenaires, mais bien souvent, il y a de l'achat qui peut être mis en place de backlink. Ce n'est pas prohibé du tout, mais il faut le faire de manière intelligente, régulière, pour que ce soit bien perçu par les moteurs de recherche. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, à l'agence, on en fait plein. Vous pouvez vous trouver aussi vos propres partenaires payants, et ça se fait. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. Effectivement, c'est un sujet qui est très riche, le référencement. En 1 heure, c'est très court. Donc, j'ai essayé de faire le plus concis possible. N'hésitez pas à continuer un petit peu vos recherches aussi sur Google. Vous avez certainement des ressources qui peuvent être très intéressantes à trouver. Mais attention à ces ressources que vous trouvez, parce qu'elles ne vous expliquent pas toujours le détail précis de la mise en œuvre et surtout les étapes à suivre pour que ça fonctionne bien. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Damien. Ceux qui ont encore des questions, bien sûr, vous pouvez les poser dans le chat. Éventuellement, si tu peux me redonner la main sur le partage d'écran, Damien, je suis preneur, si tu peux, en me remettant à Nîmes. Ouais, merci pour cette presse. Il y a pas mal de sujets qu'on connaît chez Monsieur Lucien sans être expert, et c'est pour ça qu'on fait appel à toi et à toute ton équipe pour cette expertise-là. Donc, si aussi, bien sûr, vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous solliciter. Ça sera avec plaisir qu'on vous renverra vers Damien, son équipe, pour répondre à ces problématiques. Je repartage aussi pour ceux qui ne sont pas forcément encore inscrits. Je pense que vous voyez bien mon écran. Notre petit WhatsApp auquel vous pouvez vous inscrire. Tous les mardis, on envoie 3 actus digitales
Pour ça, il vous suffit de vous inscrire en enregistrant le numéro de téléphone 01 79 73 41 44 et vous pouvez nous envoyer donc le mot-clé pizza pour vous inscrire et vous allez recevoir ces 3 actus digitales pour vous aider à améliorer votre communication digitale. Si vous voulez plus recevoir évidemment ce WhatsApp, vous nous envoyez litchi parce qu'on n'aime pas les litchi, mais si vous nous envoyez stop, on aura aussi compris. Damien, je te laisse mettre tes coordonnées si tu veux dans le chat aussi pour que les personnes puissent te contacter si elles ont des besoins. N'hésitez pas, effectivement. Ouais. Pour les autres, je vous mets les miennes aussi directement à l'écran, mais vous les avez normalement parce que vous avez reçu les mails pour ce webinaire avec les liens. Désolé pour ces petites coupures de courant, pas de courant, mais de connexion, ça arrive. Il n'y a pas de souci. Et évidemment, ce webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter avec les autres. Pour ceux que ça intéresse, il y aura aussi un autre webinaire qui sera animé par Damien sur la publicité sur LinkedIn, qui est le 10 décembre, je crois, Damien. Je ne sais plus ce qu'on avait dit. Je crois que c'est ça, oui. Ouais, le 10 décembre. Donc, vous pouvez vous inscrire typiquement directement sur notre site Internet. Merci à tous encore d'avoir répondu présent. Prenez bien soin de vous. Et puis, de toute façon, j'espère à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tous.